Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment entendre le son d'humanité face à un monde sourd mais pas muet? Le sifflement des balles s'entend partout, dans tous les recoins du monde de la planète et en proie face à une pléthore de menaces sécuritaires, sanitaires mais aussi humaines. Homo homini lupus. L'espoir est-il permis? Oui, il passe par la science, les livres, la connaissance, d'où l'ouvrage de Thierno Souleymane Diop Niang, qui est l'invité de votre émission Belle Ligne. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Papa Lune, je te remercie pour l'invitation. Vous entendez le son d'humanité? Oui, je l'entends en ce moment. Moi non. Je l'entends parce que nous n'avons pas le choix. Nous devons entendre le son d'humanité parce que nous devons tendre vers de l'espoir, Oui. de l'optimisme. Nous devons dépasser très vite ce cap-là et pour tracer un horizon assez positif pour notre génération et pour les générations à venir. Mais est-ce que le contexte est favorable pour entendre ce son d'humanité? Je pense que oui, si on campe en tout cas le contexte sur le continent dans lequel nous vivons, Oui. Je le dis dans le livre, c'est une aubaine inouïe, ce corona-là. Bien entendu... Une aubaine inouïe. Oui, une aubaine inouïe. Ça, c'est de l'oxymore. Oui, effectivement, parce que nous devons nous recentrer sur nous-mêmes. Nous devons à présent voir à travers cette crise pandémique-là, qui n'est pas uniquement une crise sanitaire, mais qui, au fur et à mesure, est devenue une crise politique. Nous devons entrevoir l'avenir de l'Afrique. Nous devons tracer un autre horizon, changer de paradigme, changer de règles. Tout est à refaire après cette crise-là, parce que le monde ne devra plus être comme il était. Nous devons recentrer sur l'humanité même. Et voilà tout le sens du son d'humanité. Et quel canal doit passer ce son-là pour être entendu? Parce qu'on dirait que les hommes maintenant sont sourds, mais pas muets, comme je viens de le dire. Je pense qu'il y a plusieurs canaux par lesquels nous pouvons passer pour entendre ce son-là. Et si, comme je reviens, parce que l'intérêt de cet ouvrage-là, c'est de dire à l'ensemble de ce continent-là, oui, à cette génération, et bien entendu à tout le monde, nous devons aller vers une dynamique de changement. Nous devons faire une mutation très profonde. Parce qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait. Aujourd'hui, à travers le prisme de cette pandémie-là, oui, nous avons vu que l'humanité a été freinée. Comment? Parce que toutes les perspectives, toutes les pensées, toute la science ambiante dans cette humanité-là n'a pas pu prévoir la survenue de cette pandémie-là. Je l'ai dit dans le livre, c'est un virus parti d'un faubourg en Chine, qui a complètement neutralisé la marche du monde et qui a fermé les frontières, qui a exacerbé les replis identitaires et même les replis politiques. L'Amérique de Trump, qui s'est repliée sur lui-même au sein de l'Europe, continent qui aujourd'hui était un modèle d'organisation, de coopération. On a vu deux entités, la France comme l'Allemagne, refuser d'aider l'Italie. On a vu un pays comme Cuba envoyer des spécialistes en Italie, un pays, on le rappelle, qui était paria il y a quelques années. Sous embargo. Sous embargo, parce que c'est un pays socialiste. Oui. Mais le socialisme irrigue le capitalisme au cours de l'Europe. C'est extraordinaire. Une véritable recomposition s'est opérée à travers cette crise-là, parce que les gens, le monde entier en tout cas, a compris qu'il fallait revenir vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'être humain. C'est faire en sorte que l'être humain soit épanoui. C'est faire en sorte que toutes les ressources humaines, toutes les ressources technologiques, toutes les avancées soient au service de l'humanité. Voilà pour moi la leçon qui émane de ce son d'humanité. Une leçon qui doit être entendue par tout le monde. L'Afrique est contaminée, mais pas moins sanitairement, mais économiquement. L'Afrique était mal partie. Elle peine à rejoindre le peloton. Aujourd'hui, comment combler tout ce gap-là, surtout dans une Afrique, et vous l'écrivez, qui est prise en otage par les hommes politiques? Écoutez, je pense que nous entendons souvent cette narration qui vient des officines étrangères. L'Afrique est mal partie, l'Afrique est économiquement morte, d'accord. Mais c'est sous quel prisme devons-nous faire cette analyse-là? Si nous sommes dans une économie... Sous le prisme des coups d'État, par exemple. D'accord. Sous le prisme des conflits, des guerres civiles, qui sont légion. Absolument. Absolument. Il y a beaucoup d'écueils qui freinent l'avancée de l'Afrique. On est tout à fait d'accord. Mais si nous rejoignons ce peloton mondial, ce capitalisme-là qui est le lead de l'économie mondiale, d'accord. Sous cet angle-là, on peut dire que l'Afrique est en retard parce que oui, l'Afrique ne participe pas de manière assez conséquente dans le commerce international ou dans les échanges, etc. L'Afrique ne pèse pas de tout son poids sur cet accord. Mais sous un autre angle, et cette crise-là montre cela effectivement, c'est-à-dire que nous étions enfermés dans l'infirmerie.
le son qui venait du dehors prédisait des millions et des millions de morts. Nous n'en sommes pas là, Dieu merci. Et c'est pourquoi je dis que c'est une aubaine. C'est le moment de savoir que ces gens-là ne sont pas nos amis. Et c'est normal. C'est-à-dire que sur la scène internationale... Les pays n'ont pas d'amis. Absolument. Ce sont les intérêts qui priment. Et c'est tout à fait légitime. Alors regardons nos propres intérêts. Regardons lucidement nos intérêts. Je pense que c'est le seul chemin vers lequel l'Afrique doit tendre. Après cette crise-là, nous devons savoir identifier quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces. Nous devons les renforcer. Et nous devons surtout, encore une fois, investir sur la jeunesse. Papa Lune, on vit dans un contexte très très compliqué, l'immigration clandestine. Je pense que ça nous dévaste nous tous de voir que ces jeunes-là quittent l'Afrique, quittent ce continent-là pour amarrer leurs rêves vers un Eldorado qui ne l'est peut-être forcément pas. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, nous devons être inquiets en ce moment pour ces gens-là. Ils sont enlacés par cette pandémie-là. L'Occident vraiment est dans la panique et dans la peur. L'Occident prospère, l'Occident qui est à la pointe de la technologie n'arrive pas à se sortir de cet étau-là. Nous devons vraiment nous inquiéter pour eux et même nous devons prier que ces nombreux candidats vaccins-là qui sont annoncés de part et d'autre soient véritablement des vaccins qui vont leur servir eux d'abord. Parce que nous, peut-être, même si on a besoin de vaccins, c'est d'une autre façon en fait. Nos vaccins à nous, ce serait d'épanouir cette jeunesse-là, ce serait de régler les problèmes de ces jeunes-là, ce serait de faire en sorte de les retenir sur ce continent-là, de trouver des solutions idoines pour qu'ils ne partent plus à l'aventure, qu'ils arrêtent ces jeunes-là de brader leur potentialité vers le désert ou de périr dans l'océan. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Absolument. Ils n'ont pas le choix. C'est une carte de la survie qui se joue. Barça au Barsac, c'est un slogan qui dit tout. La vie ou bien la réussite, soit la mort, parce qu'ils sont des cadavres déjà ambulants dans une société avec une pression inimaginable. Absolument. Il faut réussir ou bien ils sont déjà morts. Mais vous avez tellement raison et vous prêchez en convaincu quand vous dites cela. J'ai l'habitude de dire que il faut arrêter de dire que c'est un suicide. En tout cas, il faut fléchir cette posture. Vous n'êtes pas d'accord pour le terme suicide? Je ne pense pas que ce soit un suicide. Alors c'est quoi? Je pense que au contraire, c'est un ultime aveu de désespoir qui pousse ces jeunes-là à partir dans la mer. Parce que ces gens-là, ces candidats à l'immigration, savent qu'ils peuvent échouer. Cet échec, c'est périr dans la mer. Là. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtons simplement de condamner les conséquences. Arrêtons de regarder simplement les apparences. Allons au-delà de cela pour cueillir les évidences. C'est quoi? Ces jeunes-là, cette jeunesse est désaxée. Elle a quitté, comment dirais-je, le centre de ses priorités, de ses rêves. C'est-à-dire que cette jeunesse est à la quête de sens. Dans une société qui a mis cette jeunesse en marche et qui est très violente envers elle. Dans une société qui normalement, fondamentalement, doit mettre en avant le potentiel créatif de cette jeunesse-là. On le voit de partout. Nous avons une jeunesse sénégalaise. Au-delà, nous avons une jeunesse africaine très créative, débordante d'idées, d'imagination. Mais elle ploie sous l'éboulis de frustration. C'est extrêmement malheureux. La faute à qui? Mais je pense qu'il y a plusieurs fautes. Il y a plusieurs responsabilités. D'abord, avant tout, il y a fondamentalement l'État, qui est peut-être le mur de lamentation, mais légitimement, parce que c'est l'État qui doit organiser la République. C'est l'État qui doit organiser, qui doit camper le décor, donner les moyens d'épanouissement à ces jeunes-là. Au-delà de l'État, il y a bien entendu la société, la communauté, et il y a même la famille, dont Rousseau disait que c'est la communauté. Exactement, c'est la première cellule de base sociale. C'est la première cellule de base. Et donc, je pense que les réponses, comme les causes, sont multiformes. Mais je dois dire une chose, Pape Alioune. Quand les raisons de partir rencontrent les moyens de partir, il n'y a plus de possibilité de retour de zone. Et c'est véritablement ce que vivent ces jeunes-là. Et c'est presque un voyage sans retour. On ressasse un peu les pages noires de la colonisation et de l'esclavage en utilisant ce terme. Mais il faut peut-être aussi, on interroge plus l'État, on interroge moins la société. Parce qu'il est important également de définir le terme réussir. Absolument. Un terme qui est tout simplement sous le joug de l'avoir, mais pas de l'être. Autrement dit, soit tu as, soit tu n'es pas. Absolument. Et je dois ajouter à ça, dans la définition même du vocable réussir, j'ai l'habitude de dire que
dans cette société, on nous demande de réussir dans la vie, et nous demande de réussir sa vie. Il y a une certaine nuance, et ce mot est très en vogue en ce moment, la nuance. Je pense que réussir dans la vie, c'est peut-être, comment dire, exacerber de manière manifeste à la face de l'humanité un matériel, un bien-être, un paraître. Oui. Ça, c'est maison, véhicule. Tout ce que vous voulez, c'est-à-dire compter dans ce décor social-là et refuser ce fardeau, pouvoir compter, pouvoir mettre la main dans la poche pour régler certaines situations. Ça, c'est réussir dans la vie. Mais allons plus loin, réussir sa vie. C'est quoi? Absolument. Quand on réussit sa vie, je pense qu'on a un impact positif. Non seulement dans son époque, dans sa génération, mais de manière intemporelle. On ne peut pas dire aujourd'hui que Jerry Rawlings, paix à son âme, n'a pas réussi sa vie. On ne peut pas il a été président. On ne peut pas dire que Nelson Mandela n'a pas réussi sa vie. Il a été président. Il a été président. Mais qu'est-ce qui l'a conduit à être président? Diego Maradona, paix à son âme, qui vient de nous quitter, a réussi sa vie. Je ne parle pas du côté sombre de sa vie, cela ne m'intéresse pas. Je parle de l'impact qu'il a eu à apporter dans une communauté. Je parle du rêve qu'il a suscité. Je parle du sens qu'il a pu donner. Il faut que ces jeunes-là soient recentrés sur eux-mêmes. Et ça, c'est à l'État. Il faut que ces jeunes-là se désaxent un peu de l'idéal qu'on leur a vendu. On leur a vendu en Occident Eldorado. Et ça, je convoque un peu Cheikh Anta Diop, qui nous dit il y a une quarantaine d'années que l'occupant a vraiment réussi son boulot. C'est-à-dire que l'occupant a été au creux, je veux dire, de manière profonde dans notre mental. Et je dis dans le livre, il faut carrément reschématiser les modalités. Il faut carrément refaçonner, rebâtir les consciences, rebâtir les mentalités, faire en sorte que ces jeunes-là pensent qu'ils peuvent naître en Afrique, ils peuvent réussir en Afrique et ne pas associer leur succès à un décalage hors du continent. Je pense que c'est ça, il faut qu'on leur vende ce continent-là. Mais pour cela, il faut déconstruire toute une mentalité. Il faut peut-être rapatrier notre imaginaire parce qu'il y avait Karl Marx qui disait que la conscience, l'état social détermine la conscience. Et cet état social, c'est un état social qui définit la réussite comme quelqu'un qui porte de beaux habits, qui a une belle maison, mais également qui a un beau véhicule. C'est ça la réalité quand même. Oui, je pense que, mais je le dis, on est dans le contexte. C'est-à-dire que tout cela, toute cette dynamique matérielle-là n'a pas aidé l'Occident à venir à bout de cette pandémie-là. Oui. Et pourtant, l'Afrique, qui dans une certaine manière, et je le disais à l'entame de cette émission-là, est classée continent pauvre aujourd'hui, est un continent résilient. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un paradoxe que personne n'arrive à expliquer quand même. Mais on peut l'expliquer très fondamentalement. En tout cas, en début d'explication. Comment? Nous sommes une démographie composée fortement de jeunes, encore une fois. Et qui dit jeunesse, dit résilience. Et qui dit jeunesse, dit capacité de s'adapter, capacité de résistance et donc capacité d'aller en avant. Il faut investir dans cette jeunesse-là. C'est fondamental. À l'époque d'une pandémie, on a fait quoi? On a vu tout un gouvernement partir acheter des vivres de première nécessité. C'est extrêmement grave. C'est pourquoi je dis, quand nous devons nous recentrer sur nous-mêmes, nous devons identifier nos priorités. Nous avons des terres arables, nous avons la main-d'œuvre et nous avons la capacité de transformer nos terres-là en des richesses inouïes pour la réussite de l'agriculture, pour donner de l'emploi à ces jeunes-là. Mais il faut de l'ingéniosité, il faut de l'organisation et l'État est attendu à ce niveau-là. Je pense que ça a été très malheureux. Dans une pandémie où à côté on a vu aussi des génies éclore, on a vu ce que des jeunes de Thiès ou ailleurs ont fait. Mais il faut booster ces initiatives-là. C'est la voie à suivre pour rejoindre l'universel. Parce que oui, je ne parle pas forcément d'ostracisme ou d'autarcie. C'est impossible. La globalisation, elle est effective. Nous faisons partie de ce monde-là. Même si nous sommes parfois dans l'interland, dans certains domaines-là, mais de manière assez comment dire, globale, nous faisons partie de ce monde-là. Nous sommes dans une certaine mesure, pour reprendre Senghor, nous devons même nous rapprocher de nous-mêmes, c'est-à-dire nous recentrer, avoir carrément les pieds sur terre. Mais nous devons aussi partir rejoindre le reste du peloton mondial et proposer ce que nous avons. Cette crise-là, je pense que nous devons montrer au reste du monde que l'Afrique est prête pour l'humanité depuis très longtemps. Vous pensez que nous allons tirer toutes les leçons de cette pandémie? Je pense que nous devons. Nous ne pouvons pas tout le temps réinventer la roue. Parce que les habitudes reprennent. Oui. Et il y a Charles Débat qui disait que l'opinion n'a pas de mémoire. Écoutez, je suis encore, je vous le dis encore, et je le dis dans l'ouvrage. Je pense que nous avons eu, à travers le temps, c'est important
de nous abreuver à certaines pensées, à certaines idées, c'est bien beau. Mais est-ce qu'il n'est pas temps que nous-mêmes, nous définissions notre propre narration du développement, de la dynamique, de la politique? C'est très important en fait. Nous devons nous arrêter de nous définir par le prisme d'autres ou bien d'autres idées. Encore que, je le rappelle quelque part dans le livre, ces grandes personnalités qui ont marqué les siècles passés ont pensé le monde sans pour autant considérer l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, l'Afrique n'existait tout simplement pas. L'Afrique était soit sous le joug de la colonisation ou de la traite négrière. Ces gens pensaient l'humanité, penser le monde selon leur propre conception ou à partir de leur zone géographique. Et le monde a fait que l'Afrique est apparue à un moment de l'histoire, géographiquement d'abord, idéologiquement ensuite, ou je veux dire culturellement, même si elle a été le berceau de l'humanité, et qu'à un moment, certains ont voulu rendre ahistorique cette partie-là, on revient sur la scène internationale, on revient sur la scène mondiale. L'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais c'est le futur. En 2060, on est 2,5 milliards. Mais en tout cas, il reste toujours, ce sont toujours des mots, ce sont toujours de belles perspectives, mais les réalités sont là. Il y a des problèmes au Sahel, il y a des problèmes en Éthiopie avec une guerre sans image, qui ne dit pas son nom. Il y a des problèmes partout. Absolument. Et on nous vend l'idée selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais également le futur. Mais est-ce que les populations ressentent cet optimisme? Je vais avoir plusieurs réponses dans ce que vous avez dit. C'est très important. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, nos leaders, ou bien la dynamique politique dans laquelle nous sommes embarqués, c'est quoi? C'est de nous montrer que nous avons construit des ponts, nous avons construit des infrastructures. C'est ce que je dis. Mais parce qu'on est désaxé des priorités, il faut d'abord construire les infrastructures mentales. Il faut faire en sorte que l'éducation, il faut faire en sorte que la jeunesse, il faut faire en sorte que les communautés africaines soient prêtes. Et c'est eux qui porteront le développement. Il faut revenir au sens même. Et ça, c'est très important. Nous sommes aujourd'hui dans une... Et je le dis dans le livre, quand Senghor nous dit il y a 60 ans, l'an 2000, à l'an 2000, Dakar sera comme Paris. La capitale parisienne est très belle, mais Dakar, comme les capitales africaines, doivent ressembler à leur propre splendeur. Nous devons nous ressembler à nous-mêmes. Nous ne devons pas forcément... Dakar sera comme Dakar. Dakar devrait être comme Dakar. N'est-ce pas? Et Oui. quand je dis que Dakar devrait être comme Dakar, c'est que Dakar devrait jouir de toutes ses potentialités. Et quand je dis Dakar, je parle du Sénégal, je parle de toutes les capitales africaines. Nous devons nous recentrer sur nous-mêmes. Nous devons être le miroir de nos propres potentialités. Autrement dit, le mythe de l'homme blanc est toujours là. En tout cas, je pense qu'il nous poursuit d'une certaine manière, mais nous avons une génération, et je pense que je m'en réjouis, qui est en train d'être décomplexée, qui non seulement rejoint le peloton de l'universel, mais tout en portant avec elle, cette génération-là, son authenticité. C'est très important. Est-ce que vous ne définissez pas l'exception comme étant la règle? Non, 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 absolument pas. Non? Papa Lune, je pense que nous sommes aujourd'hui, et je n'ai pas quitté les réponses que je voulais vous donner tout à l'heure en vous disant qu'aujourd'hui, nous sommes dans une temporalité. Le développement, le décollage de ce continent-là doit être élaboré, en tout cas doit être défini sur le temps long. Il ne faut pas se presser. On a 60 ans d'indépendance, il ne faut pas l'oublier. Mais écoutez, 60 ans, 50 ans, 30 ans, c'est important dans la vie d'un être humain. Je le dis dans le livre. On a passé l'âge de la maturité, par exemple. Mais 60 ans, c'est la retraite, peut-être, pour l'être humain dans le droit du travail dans certains pays. Mais 60 ans, ce n'est rien pour un État-nation. Oui. Les grandes civilisations, les grands États-nations se sont faits à travers le temps, sur de très très longues périodes. Revenons sur l'histoire, etc. Je pense que non seulement nous devons inscrire nos actions sur le temps long, nous devons nous concentrer, identifier nos priorités. Nous devons ensemble créer des synergies, ce qui n'arrive pas encore, ce que je dis aujourd'hui dans le livre, parce que les autres ne sont pas nos amis forcément, ils viennent ici pour leurs propres intérêts. Parce que, écoutez, je le disais tout à l'heure, nous serons 2,5 milliards à l'horizon 2060. Nous serons la première démographie au monde. C'est très important, ça compte. C'est non seulement une potentialité intellectuelle, une main-d'œuvre, mais surtout un marché. Mais la démographie, et vous allez valider forcément, peut être un handicap. Elle l'est actuellement. Je pense pas. Si le ministre de la Jeunesse dit, par exemple, nous sommes 16 millions, 10 millions de jeunes, mais quelle alternative pour cette jeunesse-là? Braver le ventre de l'Atlantique et être enterré dans le cimetière bleu? Mais si le ministre de la Jeunesse dit ça, et s'en offusque, c'est très grave. Au contraire, 10 millions de jeunes, c'est une opportunité inouïe. Si 10 millions de jeunes sont encadrés, formés. Oui, exactement. Mais c'est ça. Je pense que donc, il faut corriger la narration. Arrêtons de dire que c'est un handicap. Non, c'est un atout majeur. Cette jeunesse-là est un atout. Cette jeunesse-là est une potentialité inédite
pour faire décoller tous les projets de développement de ce pays-là. Vous avez vu la créativité qui fait pignon sur rue partout sur ce continent, au Sénégal, etc. C'est vrai que souvent la créativité est un exécutoire pour ces jeunes-là. Mais il faut booster cela, il faut nourrir cette créativité-là. Arrêtons de dire simplement que c'est un handicap. Oui, mais c'est parce que ces jeunes-là n'ont pas trouvé d'opportunités sur leur rive qu'ils la quittent pour d'autres rives. En tout cas, on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Donc, un ministre de la Jeunesse, un président de la République, un leader, c'est celui qui sait galvaniser les foules et pour le projeter vers un horizon positif. C'est de cela dont on a besoin. Il faut arrêter d'être violent et d'être critique envers cette jeunesse-là qui ne cherche qu'à s'épanouir, qui ne cherche qu'à faire décoller ce continent-là. Absolument. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure et je reviens et c'est très important. Nous avons désaxé le sens de ces jeunes-là. Nous leur avons indiqué un Eldorado qui se trouve ailleurs. Et c'est important et c'est fondamental. Le monde marche ainsi. De l'autre côté, ils vendent une culture. Ils vendent leur pays. Ils veulent que leur pays soit attractif pour le reste du monde. On sait que dans ce jeu-là, l'Amérique est très forte. Le soft power américain fait que tout le monde La puissance douce, oui. Ouais, tout le monde a la force de séduction. Peut-être qu'il a été à un certain moment mis entre parenthèses durant ces 4 dernières années. Mais l'Amérique reviendra vers cela. Biden nous annonce qu'il va revenir... America is back. America is back, l'accord de Paris, etc., un nouveau deal avec l'Iran, etc. Cette capacité de séduction qui a été exacerbée sous l'administration Obama, mais va revenir au premier plan parce que l'Amérique veut séduire, l'Amérique veut montrer que sa culture est la meilleure, l'Amérique veut montrer que c'est le premier pays au plan mondial, c'est son droit le plus absolu. Mais l'Afrique ne doit pas être en reste. L'Afrique a des choses à montrer. L'Afrique a une mosaïque de potentialités à montrer au reste du monde. Mais d'abord, il faut que cette mosaïque de potentialités puisse profiter à sa jeunesse, qu'elle la découvre, qu'elle l'intègre et qu'elle l'assimile. Malgré tout ce trésor, nous tendons encore la main. Paradoxe. Mais il y a un leitmotiv. Construire notre propre narration. Mais nous avons hérité sans série. Et on va aborder un peu le terme démocratie. Vous en parlez dans ce livre. Oui. Y a-t-il une démocratie africaine qui s'oppose à une démocratie ou bien qui s'opposerait à une démocratie occidentale? Écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas fondamentalement lieu de faire une certaine opposition. Non. Je pense qu'il y a certaines, je le disais, certaines idées, certaines valeurs qui sont universelles. Quand on parle de transparence, je pense que qu'on soit africain, cubain, italien ou américain, on tend tous vers ce paradigme-là. Ce qui s'est passé en Afrique, c'est que lorsque les premiers pays africains sont venus aux indépendances, nous avons hérité d'un modèle de gouvernement, d'un modèle politique exogène. Oui. Et nous avons rythmé notre ambiance démocratique pour parler de son, et où nous avons amarré nos politiques publiques à cela. C'est ça la vérité. Et sur de très longues dates. Et malheureusement, je pense que la greffe peut-être n'a pas pris. Parce que même si nous avons hérité de ces systèmes-là, je pense que nous avions des réalités locales très fortes, très ancrées. Et je pense qu'il y a eu un certain antagonisme, et ce qui malheureusement n'a pas marché partout. Et on a eu peut-être ces coups d'État là, on a eu ces crises politiques qui ont marqué quelques années après la survenue de nos indépendances. Et on a un tournant très marquant. La conférence de Bâle 1990, la France revient au premier plan avec François Mitterrand. Qui nous impose une démocratie. Et c'est le mot. Sinon, on n'aurait pas de financement. Absolument, qui nous impose. Donc, depuis très longtemps, on valse entre idéologies, on valse entre parents qui nous imposent tout le temps ce qu'il faut faire. Et je dis, malheureusement, tout cela, qu'est-ce que ça a donné comme conséquence? On a des démocraties héréditaires. Je dis ce mot dans le livre, c'est-à-dire des pays dans lesquels on se passe le pouvoir à l'aune de la lignée familiale. On a d'autres sortes de démocraties. Comme le Togo, par exemple. On a des démocraties violentes, ou on a des anarchies comme en Somalie, ou bien on a des scissions comme au Soudan, ou on a malheureusement le problème au Sahel. Je pense que véritablement la démocratie ne doit plus se limiter à des instants d'élection. La démocratie, elle doit être participative. La démocratie, Autrement dit, on a une démocratie électorale, c'est ça? Je pense qu'on a une démocratie. En tout cas, la démocratie, elle est plus centrée dans des instants de célébration électorale où on a des leaders qui viennent promettre monts et merveilles aux populations. Et c'est malheureux. Je pense que, mais pour accéder à cette démocratie-là, à laquelle nous tendons, parce qu'on peut faire un rappel historique.
je pense que la démocratie est peut-être le vocable ou la terminologie donnée par l'Occident depuis la Grèce, etc. Mais nous avions des systèmes politiques déjà ici, bien élaborés, qui permettaient une organisation sociale comme un épanouissement sociétal. C'est-à-dire la charte demandée dans les années 235. Et plus tard, comment dirais-je, Souleymane Baal avec sa communauté. 776. Absolument. Et c'est avant, bien entendu, la déclaration d'indépendance des États-Unis. 789. Absolument. Donc, ces dates-là que vous rappelez, ces instants pivots de notre histoire sont très importants parce qu'ils nous ont permis, à cette époque déjà, d'élaborer les moments cruciaux dans lesquels nous pouvons évoluer. Et donc, pour moi, à mon niveau en tant que jeune, il ne s'agit pas de faire un retour en zone ou bien d'aller faire revenir cela. Je pense qu'il faut réfléchir fondamentalement, nous dire que nous avons les moyens en Afrique de dessiner, de façonner notre propre destin politique. Et ça, nous devons, pour moi, j'en suis fondamentalement convaincu, un jour ou l'autre, nous devrons positionner le débat démocratique, le système démocratique, le système politique qui est en train de nous gouverner en Afrique, parce que ça ne marche pas, Pape Alioune. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous sommes allés copier, mais nous avons amené une pâle copie. Il faut, en ce moment, qu'on s'arrête, qu'on réinterroge notre sens, notre énergie, et pour voir pourquoi ça ne marche pas, et déterminer peut-être un autre angle politique. Il nous reste peu de minutes, c'est bien de commencer par la religion, mais on va finir par la religion, pas de sacrilège. La place de la religion dans tout cela, opium ou éperon? Écoutez, non, je ne pense pas que la religion soit un opium. Au contraire, mais je pense qu'on parle de quelle religion? Je pense que c'est très intéressant. Nous sommes au Sénégal, nous sommes en Afrique de l'Ouest, pays dans lequel la spiritualité, nous baignons dans une certaine spiritualité, c'est très intéressant. J'ai l'habitude de dire que l'islam que nous avons reçu a été pour moi d'une certaine manière tellement anobli par nos leaders spirituels. Ce que Cheikh Ahmadou Bamba a fait de l'islam, ce que El Hadji Malick Sy a fait de l'islam, ce que Baye Niass et d'autres ont fait de l'islam, ça a été très bien. C'est-à-dire qu'ils ont d'une certaine manière adapté l'islam à nos réalités. Et c'est pourquoi nous devons donner des leçons au reste du monde, particulièrement le Sénégal. Nous devons dire à ces pays-là, arrêtez d'être dans une panique, arrêtez d'avoir une peur de l'islam. Au Sénégal, c'est un pays musulman qui a été dirigé aux indépendances jusqu'en 1980 par un président qui vient de la minorité. Nous avons très bien vécu. Dans nos familles, nous vivons, il ne s'agit même pas de tolérance parce que je n'aime pas ce mot-là, mais de respect mutuel, d'amitié. C'est ça que nous vivons et nous devons montrer au reste du monde que ça c'est un modèle c'est pas parce qu'il y a des dégénérés, il y a des fous qui sont en train de faire un mauvais, qui sont en train de rendre une mauvaise image à l'islam, au Sahel, ou partout. Il faut arrêter de cantonner l'islam à ces gens-là. Non, aller au-delà de cela. Il y a des exemples patents qui se donnent de l'islam, comme le Sénégal, ou les gens. Mais je pense que l'autre chose maintenant, la spiritualité doit être une force de transformation. Oui. La spiritualité doit nous permettre de changer notre vie, mais elle ne doit pas être un fardeau ou un fatalisme dans lequel on va repartir pour une fuite de responsabilité, etc. Non, je pense qu'il faut lire Iqbal, et il le dit dans la reconstruction de la pensée de l'islam. Il faut lire Cheikh Ahmadou Bamba dans Masalikul Jinan. Il faut lire Malik Chebel. Il y a tant d'auteurs qui nous invitent à faire de la spiritualité ou la religion un moteur de transformation, mais pas de la spiritualité un fatalisme. Oui. Merci d'être là. Merci. Leçon d'humanité, contribution géostratégique vers une Afrique post-Covid-19, ouvrage écrit par Thierno Souleymane Diop, qui était l'invité de l'émission Belle Ligne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette émission. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro.